Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous suivez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire. Bonjour Alain Foucault. Merci pour ceux qui le font Alors, déjà. j'ai envie que nous commencions notre entretien en remontant le temps. Que vous voyez, Mon père, tel que vous posez la question, nous avons trouvé pour vous aujourd'hui. m'a donné naissance étant déjà chef. Nous reviendrons toujours sur Quel est le pouvoir du chef en réalité lorsque une administration existe? Quelles sont vos prérogatives sur ce qui se passe dans le village? Est-ce que c'est les terres? Est-ce que c'est la justice? C'est quoi aujourd'hui le pouvoir du chef? Le chef, dans l'ensemble du territoire, a tout et rien parce qu'il est coordonnateur de tout. Le chef est aussi à la fois une personnalité religieuse. La République ne peut pas se cadrer avec la monarchie. Une stratégie a été mise en place. Voilà. Et cette stratégie a consisté c'est-à-dire à diluer les chefferies, à amener même les chefs. Et c'est même pourquoi, moi, personnellement, aujourd'hui, j'accuse les chefs d'être complices au mal que souffre la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Les chefs sont en majorité complices. Absolument. Voilà. Revenons à votre parcours assez exceptionnel. Lorsque vous naissez ici, dans cette chefferie, comment ça se passe à l'époque? Parce que nous sommes dans les années de colonisation encore dans ce pays. Est-ce que vous aviez des écoles dans cet environnement ou bien vous allez ailleurs pour aller à l'école? Je suis né en 1936. Or, la première prétendue école ici, c'est vers les années 44. Or, à cette époque, il fallait forcer les princes à aller à l'école pour amener les populations à envoyer leurs enfants à l'école. Sinon, à cette époque, les populations n'étaient pas prêtes à envoyer leurs enfants à l'école. Et vous, on vous envoyait à l'école malgré tout, ou bien vous faisiez partie des princes qui étaient protégés, qu'on évitait d'envoyer à l'école? Non, je peux dire que je ne faisais pas partie parce que c'est en 1946 que mon père, pour la première fois, m'envoie à l'école protestante ici à Bamidou. À l'école protestante? Protestante. Il n'y avait pas d'école publique? Non, il n'y avait pas encore d'école publique. Vous êtes parmi beaucoup d'enfants comme dans une chefferie. Vous allez aller à l'école protestante, mais vous allez quitter le village. Pourquoi vous quittez le village? Pourquoi vous partez du village? C'est en 1946 que je quitte le village pour me retrouver à Konsamba, à l'école catholique de Konsamba, et envoyé par mon père. Et c'est de là, en 1947, que je dois quitter définitivement à une destination, je peux dire que inconnue, pour me retrouver à Yaoundé. Pourquoi on vous éloigne? Il y a beaucoup d'enfants dans une chefferie, tout le monde ne part pas comme vous. Était-ce un choix du chef de vous faire partir, de vous éloigner? Est-ce que c'était déjà une prédestination, un choix qu'il avait fait? Non, je ne pouvais pas avoir une idée par rapport à mon âge, mais ce n'est que quand je suis devenu grand que je me suis rendu compte que mon père avait une autre ambition que je ne pouvais pas connaître pour m'éloigner de lui. Mais quand vous partez chez les oncles, vous partez chez qui pour vous retrouver à Yaoundé? Chez les gens seuls que mon père connaissait leurs relations. Pendant des années que je suis passé à Yaoundé,
c'était entre les mains des bêtis. Alors ça, c'est une grande question, parce qu'on a le sentiment que les gens ne se fréquentaient pas, que les tribus ne se fréquentaient pas. Voilà quelqu'un qui part d'un village Bamenjou, à l'ouest du Cameroun, en pays Bamileke, qui se retrouve chez les Bétis. Comment ça s'explique? Était-ce la relation de votre père? Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Alors, c'est justement pas une question que moi-même, de temps en temps, je me dis au Cameroun que je suis un prototype de l'intégration nationale parce que à cette époque où je me suis retrouvé entre les mains d'un Béti, si le Cameroun était celui d'aujourd'hui, je ne serais plus vivant. Mais à l'époque, il y avait vraiment l'intégration nationale, il y avait le vivre ensemble pratique et non théorique. Et c'est pour cette raison que cela m'a permis de garder ces relations entre moi et les Bétis jusqu'au jour où je vous parle. Alors, c'était un ami de la famille? Non, pas un ami. Je me suis perdu comme ça et me retrouvé entre les mains des Bétis. L'ancienne, le regretté premier ministre du Cameroun, André-Marie Ndida, alors qu'il était séminariste, mais il m'avait gardé pendant 5 mois en tant que séminariste. Alors vous vous retrouvez en pays Béti. Qu'est-ce qui vous ramène au village et à quel moment? Dans quelles circonstances? Alors c'est vers les années 50 que mon père se trouvant gravement malade, étant aussi informé, mais je ne pouvais pas me déplacer sans mon tuteur. Mon tuteur attendait qu'on donne les congés de fin d'année, c'est-à-dire de fête de décembre et fin d'année, pour qu'on vienne voir l'état de santé de mon père. Or, c'est précisément le 3 janvier 1953 que nous quittons Yaoundé pour venir voir l'état de santé de mon père. Et nous, on arrive ici, à l'ouest, alors qu'il était décédé le 26 décembre 52. Vous arrivez quand il est déjà décédé? Il est décédé le 6 janvier, le 26 décembre 52. Comment s'appelait votre tuteur Béti à Yaoundé? Atana, Simon. Simon Atana. Simon Atana. Donc, c'est avec lui que vous venez pour rendre visite à la famille? Maintenant, je me trouvais cette fois-ci entre les mains d'un ancien serviteur de mon père qui s'appelait Nkandoum Jean. Avec Nkandoum Jean, vous venez pour voir votre père? Pour voir mon père. Et vous arrivez, il est décédé. Il est décédé. Et comment vous vous retrouvez sur le trône? Qu'est-ce qui se passe? Or, lorsque Nkandoum Jean me présente devant un Bamenjou qui était à l'époque auxiliaire de l'administration. Or, celui-ci me présente devant le chef de subdivision et quitte au chef de subdivision de m'informer que c'est moi qui est le futur successeur de mon père. Et moi, je refuse. Je lui dis qu'il faut que je finisse mes études en tant qu'élève avant de venir succéder. Alors, quitte à lui maintenant, ne pouvant pas m'expliquer objectivement ce qu'il fallait, tout ça. Et puis, il me jongle, quelques temps après, il me dit que la tradition ne permet pas que je rentre encore à l'école. C'est pourquoi le chef de subdivision, il me prend en charge pour venir me présenter ici, au palais, pendant le deuil qui continuait, que le successeur est arrivé, et voilà comment je fus intronisé. Alors là, ça pose pas mal de problèmes traditionnels. On sait que dans la tradition bamileke, on va attraper le chef, on va attraper le nouveau chef. Dans votre cas, est-ce le chef de subdivision qui décide sans qu'on passe par le canevas traditionnel? Non, ce n'est pas le chef de subdivision qui décide. Le chef de subdivision qui détenait le testament écrit de mon père. Après tout ce constat, il vient donc me confier aux initiés, qui devaient donc organiser la cérémonie de mon arrestation pour me mettre maintenant dans Alaka. Puis après les 9 semaines, on devait m'introniser pour devenir le chef traditionnel du mouvement de Bamenjou. Parlons justement tradition, parlons de l'intronisation à proprement parler. Comment ça se passe en pays bamileke concrètement? C'est-à-dire, est-ce le chef qui choisit son successeur et qu'on organise son arrestation? Vous posez là une question qui même actuellement
me gêne personnellement parce que en matière de l'intronisation en pays bamléké, c'est devenu plutôt politique et non traditionnel. Et j'ai même l'impression que c'est ça qui cause certains problèmes actuellement en pays bamléké. Alors, on n'improvise pas l'intronisation d'un chef. Et ce n'est pas l'administration. Le chef traditionnel en pays bamléké respecte pour que ce chef reçoit la bénédiction, le soutien des ancêtres, doit respecter la règle. La règle qui est celui que c'est le défunt qui choisit le successeur et non les autres. Voilà. Ceci est conservé par les initiés qui détiennent ce secret avant même la mort du chef. Et donc, on organise maintenant, Voilà. on le fait arrêter par les notables, c'est ça? Et ceci, cependant, les cérémonies de deuil au marché. C'est publiquement et en plein marché qu'on l'arrête et non dans la cour de la chefferie. Ça veut dire que publiquement au marché est une manière de lire publiquement le futur chef sur la proposition du défunt qui a décidé que c'est celui-ci. Et le moment venu, c'est pendant les cérémonies de deuil de défunt qu'on l'arrête parmi ses autres frères. Alors, on l'arrête parmi ses autres frères, Oui. on organise donc maintenant son intronisation, Son intronisation. en passant par le roi. Pas le... Oui. C'est-à-dire, ça se passe comment? On est curieux de savoir. Il y a tout un rite traditionnel parce que dès qu'on l'arrête au marché, il y a des lieux, par exemple, ici à Bamenjou, on doit transiter par la forge du premier chef forgeron. Donc sa forge est à l'entrée ici. On doit, dans un premier temps, transiter avec lui par la forge et à la forge, il doit exercer son métier de chef forgeron. Et après le premier rite là-bas, on le descend maintenant au Panthéon où il doit contribuer à l'enterrement de son défunt père, même s'il était absent. Parce que s'il était absent, son défunt père étant enterré, la tombe doit être fermée à moitié. Et l'autre moitié ne doit être fermée que par le successeur. D'accord. Dans votre cas, la tombe était déjà fermée ou pas? À moitié, Moitié. parce que je n'étais pas présent. Mais on n'avait pas encore choisi. En réalité, si on comprend bien, on vous ramène pour que vous soyez au trône. Au trône. C'est-à-dire que je pense que le serviteur de votre père, Kamdoum Jean, savait qu'il était déjà mort quand il vous ramenait. Si oui, tout est gardé secrètement par nous. Parce que je peux dire peut-être qu'il en savait quelque chose parce que lorsque je voulais par exemple devenir prêtre à la mission catholique de Yaoundé, de Mokolo, alors il était le premier à contester que je n'ai pas dit au prêtre que je ne peux pas devenir prêtre. Non, c'est qu'il en savait quelque chose. Absolument. Voilà. Parce que c'était votre désir de devenir prêtre. Oui, c'était mon désir de devenir prêtre. Ah oui? Oui. On vous a dissuadé de votre vocation, de votre envie, de votre métier de prédilection. Effectivement, oui. Dans le même temps, ça ne correspondait pas au rôle, ou en tout cas à la fonction que le fils d'un chef pouvait avoir, non? Est-ce qu'aujourd'hui, le fils d'un chef peut être prêtre? Non, après, oui. Après, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de différence parce que c'est après, quand j'étais déjà intronisé, que je me suis rendu compte que le chef est aussi à la fois une personnalité religieuse. On va en parler. Vous voilà, chef. Vous enterrez, vous fermez définitivement la tombe de votre père. C'est à ce moment qu'intervient votre intronisation. Comment ça se passe? Effectivement, après ce rite, je suis dirigé maintenant à l'ACA, où on doit maintenant procéder au rite proprement parlant de l'intronisation et que je dois passer 9 semaines de formation à l'ACA. Qui vous forme là-bas? Il y a les initiés. C'est secret. Voilà. Ils ne sont pas tellement secrets. Parce que initié veut dire que quoi? Il faut d'abord voir
si sur le plan traditionnel, je suis effectivement le chef, est-ce que sur le plan physique, je remplis les conditions? Est-ce que sur le plan moral, je remplis toutes ces conditions? Et c'est ça, tous ces tests que j'ai subis durant les 9 semaines. 9 semaines où vous êtes gavé aussi. Oui, oui. C'est le paradis là-bas. Oui, oui. Oui, effectivement. Est-ce que vous y allez avec d'autres ou bien le chef va passer toutes ces semaines de solitude? Non, pas de solitude. C'est-à-dire, on est presque dans un autre monde parce que dès que je suis intronisé à l'ACAM, il y a mon premier adjoint qui doit être à côté, dans son ACAM, il y a le deuxième adjoint, et je dois être accompagné de 9 femmes. Ces 9 femmes sont les vôtres ou bien on vous les donne? On me les donne. On vous les donne, vous ne les connaissez pas? Oui, oui, on me les donne. Donc là, on va vous initier aussi Effectivement. à la sexualité. Oui, oui. Quand vous ressortez de là-bas, est-ce qu'il y a une obligation que vous ayez fait un enfant pendant que vous êtes là? Ah oui, mais il y a d'obligation qu'avant votre sortie, que des femmes aient déjà des grossesses qui justifient votre capacité, voilà, en la matière. Si pendant qu'on est là-bas, il n'y a pas de grossesse, comment on fait? Votre capacité en matière de fécondité est douteuse. Et ce que la tradition bamléké n'apprécie pas. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à destituer quelqu'un parce qu'il ne peut pas faire d'enfant? Ah oui, vous savez, il y a des choses que nous ne connaissons pas dans la tradition bamléké, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le coup d'État était autorisé. À partir du cercle, d'un certain cercle ésotérique, on vous élimine physiquement. Carrément. Oui, on vous élimine. Lorsque le chef, par exemple, abuse sur les règles en matière de commandement, c'est-à-dire qu'il pose les actes indignes du chef. Il mérite carrément d'être éliminé. Qui décide? Il y a un cercle. On invente maintenant, mais ça ne s'invente pas. Voilà. Ça ne s'invente pas. Mais maintenant, on est en train de créer des cercles bidons. Parce que ceux qui constituent ces cercles maintenant ne disposent pas de cette force-là. Voilà. Parce que cette force-là partait d'abord de la sincérité qui est entre le chef et un certain groupe de personnes et que le chef livre sa confiance à ces personnes et ces personnes livrent leur confiance au chef. Voilà. C'est ça le modèle démocratique de la tradition. Oui, oui, c'est ça qui permettait à ce que, quand le chef, par exemple, viole leur entente, non, il se décide de l'éliminer. Et c'est pour cette raison qu'à partir de ce cercle, il était interdit au chef de regarder derrière quand il marche. Parce que eux, ils constituent déjà la sécurité du chef, sur bien que le chef n'a pas le droit de regarder derrière. Si oui, il est soupçonné de manque de confiance. Ah oui. Ouais, il est soupçonné de manque de confiance. Alors, un jeune homme de votre âge qui arrive aux affaires à cette période-là, qui arrive à la chefferie avec une telle tradition, vous y êtes arrivé à respecter toutes ces règles-là? C'était faisable? Voilà, il y a Les des gens choses, étaient indulgents avec vous. effectivement, il y a des choses qui nous échappent maintenant, tout simplement parce que nous nous trompons en pensant qu'on trompe les autres. Lorsque le chef succède, étant le légitime chef, ce chef, que vous le voulez ou pas, il bénéficie d'encadrement des ancêtres. C'est pour cette raison que ce chef agit comme s'il aurait été chef avant. Donc, c'est que j'étais guidé par quelque chose dont moi-même je ne maîtrisais pas. Qui est du domaine de là-bas. Oui. Vous êtes jeune, vous venez d'arriver, vous n'avez pas forcément vécu toujours au village, vous avez des notables. Comment se prend une décision dans une chefferie comme celle-là? Est-ce que le chef dit, faisons ceci, et consulte? Est-ce que le chef peut passer outre? Est-ce qu'il y a des décisions que le chef a envie de faire passer et qui ne peuvent pas passer parce qu'il y a un conseil? Nous avons beaucoup de choses qui sont en train d'être falsifiées. On se dit que notre tradition n'était pas démocratique. Non. C'est pourquoi je profite pour vous répéter encore que les 8
jours de la semaine Bamileke constituent 8 jours de rencontre des sociétés à la chefferie. Non, elles ne sont pas des sociétés secrètes, elles sont plutôt des assemblées consultatives où le chef consultait avant de prendre une décision. Et c'est après avoir passé tour à tour durant les 8 assemblées qu'une majorité s'est dégagée. Et le chef prenait la décision dans le sens de la majorité dégagée. Et c'est pour ces raisons qu'en pays Bamileke, les Bamileke appelaient le chef Dieu. Voilà. Parce qu'il connaît ce que les gens pensent. Alors que c'est à partir de la consultation. Il consulte tout le monde et Voilà. comprend la décision de la majorité. L'idée qui se dégage globalement. Alors, vous arrivez aux affaires dans une période où le Cameroun, dans son ensemble, traverse des turbulences, de fortes turbulences. On parle de maquis à l'ouest du Cameroun. On parle de maquis, on parle de ce qui étaient des nationalistes en réalité, et où on va combattre avec dureté ce maquis-là, notamment le colonel Lamberton et autres qui vont frapper dans cette zone, dans cette région du pays. Est-ce que vous pouvez parler de cette période? Avez-vous le souvenir de cette période, de ce qui se passait dans les villages bamileke où il y a eu beaucoup d'assassinats? Oui, vous attaquez là un autre domaine. J'ai vécu du début à la fin. J'ai été acteur. Depuis que le président français est arrivé au Cameroun, et pour la première fois accepté qu'il y a eu dérapage de forces armées françaises au Cameroun, je me suis dit qu'il ne me fallait plus parler de ce domaine, en attendant le jour où le Cameroun et la France pourra s'engager à voir ce qui se passait exactement. Et si je vis encore, je serai l'un de ceux que le gouvernement pourra prendre comme témoin oculaire. Mais je ne vous réponds qu'en faisant un petit résumé. Oui, j'ai été un acteur. Dès le début, en 1955, j'ai dit après les événements du 25 mai 55, nous étions à 3 dans la région de l'Ouest. Il y avait moi, il y avait Neyem, il y avait Fézé Marcel, parmi les autres chefs traditionnels. Effectivement, c'était vrai parce que le jour où, après les événements du 25 mai 55, lorsque la délégation des Nations Unies devait se rendre au Cameroun depuis 1956, il était question maintenant que les Camerounais remettent les pétitions. Or, pour nous, les chefs traditionnels, l'administration française nous avait amenés à nous rencontrer pour préparer notre pétition contre l'indépendance immédiate. Or, j'étais le premier à me soulever contre à la chefferie de Banin. Et nous, les trois, moi, Neyem et Fézé Marcel, nous avions abandonné les autres chefs et partir. Et à l'arrivée de la délégation des Nations Unies, nous étions les seuls à nous organiser pour aller accueillir la délégation des Nations Unies à l'aéroport de Douala. Et les avait accompagnés à Yaoundé. Et les avait accompagnés au centre climatique de Tchang. Et à Tchang, lorsqu'il était impossible que les Camerounais remettent les pétitions, nous avions organisé un bar d'enceinte en plein air au marché de Tchang pour permettre aux autres Camerounais courageux d'en profiter pour remettre les pétitions à la délégation des Nations Unies. Bon, on profitait aussi parce que le chef de délégation, c'était un noir américain. On en profitait aussi parce qu'il était noir pour lui remettre les pétitions. Mon arrestation avait loupé le jour qu'on avait organisé. On me met en résidence surveillée. L'arrestation de Neyem avait réussi. C'est pourquoi il était déporté en prison à Yokadouma. Et maintenant, Fézé Marcel, lui, bon, il se cachait et finalement, il se retrouvait en exil à Conakry. Vous souhaitiez l'indépendance immédiate. Qu'est-ce qui vous faisait tant détester la présence française à l'époque? Je pense que les actes posés par l'administration française, et étant donné que le Cameroun n'était pas une colonie française, et c'est ça, mais l'administration française agissait
comme le Cameroun était colonisé par la France. Et c'est ça qui était l'énervement pour que nous autres, on s'est dit que, comme la fin de la tutelle française, c'était en 1960, il fallait qu'on manifeste dès le début son mécontentement. C'est pour ces raisons que le 25 mai 55, nous avions organisé le soulèvement du 25 mai 55 à Douala pour ne nous attaquer qu'aux intérêts français. À la même heure, même seconde bien comptée. Pour prouver que ce ne sont pas un groupe de bandits, mais que c'est une organisation. Alors, y avait-il déjà un lien entre la rébellion Bamileke, qui était très très fortement constituée, et l'UPC de l'autre côté? Non, parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. C'est après le 25 mai 55 que les jeunes Bamileke, le Bamileke ne sentait pas encore la rébellion, que les jeunes Bamileke, comme ils étaient majoritaires, étaient recherchés. Voilà. Tous ceux-là, comme ils étaient, que ce soit les Momier Félix, que ce soit les Nzudjek, tout ça, les Tagatsi, tout ça, ils étaient recherchés. Ils habitaient à Douala. Et chacun se réfugiait dans son groupement d'origine à l'ouest. Et pendant qu'on pensait qu'ils se cachaient, ils mettaient plutôt les structures de l'UPC en place, que l'ouest ne connaissait même pas encore. Et c'est en ce moment qu'ils ont profité pour mettre en place les structures de l'UPC. Pendant que l'administration les recherchait maintenant, ils ont développé l'UPC, organisé la rébellion à l'ouest qui venait maintenant plus fort que dans la Sénégal maritime. Alors, pour qu'il y ait rébellion, il fallait qu'il y ait des armes. Est-ce qu'on sait comment les gens se sont armés pour lutter contre cette armée brutale qui était l'armée française? Parlant de la rébellion, comme dans d'autres pays où on vit maintenant, où on a vu une organisation, l'armée, tout ça, s'organiser, s'entraîner, tel n'était pas le cas à l'ouest. Les gens se sentaient menacés parce que lorsque ces gars étaient recherchés, quand on venait chez lui ou chez ses parents, on ne le trouve pas. Ou on arrête ses parents pour tuer. Ou si on met la main sur lui, on le tue. Ou on amène sa famille pour les passer à la balançoire, dans les brigades de terre. Et maintenant, ils ont commencé par les gourdins. Et lorsqu'il avait la chance d'attraper un armé, un militaire, tout ça, et qu'il récupère son arme, c'était grand merci pour eux. Sinon, avoir une armée comme ailleurs dans les autres rébellions, non, il n'était ravitaillé par personne. Ça n'a jamais existé. Non. Bien. Donc, vous allez vous trouver en résidence surveillée ici pendant 3 ans. Oui. Ça ne va pas calmer votre ardeur, votre nationalisme. Zéro. Qu'est-ce qui vous rendait si furieux, Oui. si déterminé? D'abord parce que j'étais soutenu par les autres. Et il faut dire que ce qu'on avait comme esprit nationaliste n'existe pas au Cameroun aujourd'hui. Rendez-vous compte que quand 50 personnes étaient arrêtées, sur les 50, personne ne reconnaissait l'autre. La recherche était disparue. Ça s'arrête sur celui qu'on a arrêté, un point, un trait. Et même si vous le tuez, il vous dira qu'il était avec personne. Voilà l'esprit nationaliste qu'on avait dans le temps. Et ceci était plus que les armes. Parce que quand un nationaliste était recherché, il était impossible de le trouver parce que vous ne verrez personne qui peut vous dire que le voilà. Exemple, j'ai passé ici 3 ans avec plusieurs autres recherchés qui vivaient avec moi et l'armée ensemble. Mais dans l'ensemble du territoire, vous ne pouvez trouver personne qui pouvait aider l'armée à aller dire que voilà tel que vous cherchez. Et c'était ça la force. Les gens gardaient le secret. Oui. Vous allez vous trouver en prison. Pourquoi vous vous retrouvez en prison? Et dans quelles circonstances? On m'a pris, j'ai passé 3 ans ici, et après les 3 ans, on m'a seulement amené en prison. On a fabriqué des trucs tantôt, j'ai augmenté le taux d'impôt, j'ai fait ceci, tout ça, et puis voilà, je me retrouve en prison. On vous a embarqué. Embarqué, voilà. Mais on vous enferme beaucoup. Et dans quelles circonstances? On m'a d'abord enfermé à Bafoussam. Après Bafoussam, c'était à Tcham. Après Tcham, on m'amène à Bafia.
Après Bafia, on m'amène à Yoko. Après Yoko, on m'amène à Nanga et Boko, en prison à Nanga et Boko. Après Nanga Boko, on m'a mis en prison à Doumé. Après Doumé, on m'amène à Yokadouma. Et c'est des Tchoréré que j'étais transféré en prison centrale de Yaoundé où j'étais amnistié. Ah oui, vous êtes passé même par Tchoréré? Oui, oui, oui. Mais pourquoi vous changez autant de prison? Qu'est-ce qui faisait que chaque fois vous changez de lieu d'enfermement? Oh oui, parce que on avait tout tenté. D'abord à Tchang, il fallait m'éliminer par poison. Malheureusement, j'ai été aidé par les militaires de ne pas consommer le poison qui m'était préparé. Les geôliers, c'était des blancs, c'était des noirs, Hein? Ceux avec qui vous passiez la journée, qui étaient soldats qui vous gardaient. C'était les blancs. C'était des blancs. C'était les blancs. Et on vous change de prison De prison en prison, oui. De prison en prison, Oui. sans jamais vous juger. Non, 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 non. Après, on m'avait jugé, m'a condamné 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans d'interdiction de séjour. De séjour chez vous. Oui, oui. Et vous êtes enfermé là-bas, qu'est-ce qui se passe au village? On a embarqué le chef, que devient le village? Alors, quand j'étais en prison, il y a eu une réunion avec le chef de subdivision ici au palais où il fallait remplacer le chef pour que la chefferie ne reste pas vacante. Or, ils se sont entendus avec les notables. Et à la sortie du palais ici, aucun notable n'avait réussi à atteindre chez lui parce que partout était envahi et les concessions de tous ces notables qui avaient participé à la réunion étaient brûlées avant 20 minutes dans l'ensemble du village. Et la révolte était totale alors que le palais était occupé par les militaires depuis 3 ans. C'est toute la population qui s'attaque aux militaires qui étaient installés ici. Les militaires étaient obligés de s'embarquer et fuir pour aller s'installer à Batié. Ah oui, le village a chassé les envahisseurs. Les Arabes, oui, les militaires. Et refusé un nouveau chef. Ils refusaient complètement, on ne pouvait pas tenter. Et donc, le village est resté sans chef. Oui, oui, sans chef, oui. Jusqu'à l'indépendance. Et c'est après l'amnistie que j'ai rejoint la chefferie. Alors, vous bénéficiez de cette fameuse amnistie après l'indépendance. Oui, oui. On vous laisse partir comme ça. Oui, oui, comme ça. On dit que vous avez passé toutes ces années comme ça, bon, rentrez chez vous. Oui, oui. Quand on m'a ramené en prison, à la prison centrale de Yaoundé, bon, devant la prison, comme je voulais entrer en prison, on m'a dit, le régisseur a dit que j'attends. J'attends. À 8h, 9h, c'est plutôt la voiture du ministre de la Justice qui vient me chercher. On m'amène devant lui, dit que je suis amnistié, c'est fini. Qui était le ministre de la Justice? C'est Kanga Victor. Victor Kanga. Alors, on vous libère, on vous ramène pas au village. Vous rentrez au village par vous. Non, je m'étais installé à Yaoundé et c'est après que le ministre de l'administration territoriale m'avait offert des véhicules en fonction de l'enseignement fourni, les nombres de gens qui m'accompagnaient, la famille, il avait fourni un certain nombre de véhicules pour me faire rentrer à l'ouest. Donc, vous arrivez au village. La chefferie est brûlée. Le village est disloqué. Parce que le village a été malmené. Oui. Et un village sans chef, c'est un peu comme un corps sans tête. Comment vous reconstituez ça? Il fallait regrouper d'abord la population parce qu'ils étaient dispersés partout. Parce que pendant la rébellion, il y a eu aussi les hors-la-loi qui se sont constitués, les bandits, il fallait les ramener à l'ordre, tout ça, il fallait du temps. Et c'est quand j'avais réussi à les ramener à l'ordre, la paix étant revenue, chacun a regagné sa concession telle que nous vivons. Mais qu'est-ce qui vous donne autant de force lorsque vous arrivez? Il y a des hors-la-loi, il y a le pouvoir central qui n'est pas pour vous, il y a le vide, et la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui vous donne la force de reconstituer ce village, de reconstituer les gens, que les gens vous refassent confiance? Je pense que c'est cette confiance que les gens avaient en moi, voilà, qui me donnait la force. Parce que même quand j'allais des fois me démoraliser, j'étais encouragé par les gens et la population. Voilà. Il y a une chefferie qui a eu du mal, qu'il faut reconstruire, où les villageois sont partis.
où il faut les convaincre de revenir. Cette vidéo Qu'est-ce qui permet de vivre? C'est-à-dire, on a besoin de revenus, on a besoin de construire. Est-ce que cela veut dire qu'une chefferie comme celle-là a des revenus fixes, des revenus qui lui sont propres, d'où elle tire son moyen de vivre? Ou bien est-ce que l'administration finit par vous donner de l'argent? Non, non. Les revenus d'une chefferie, c'est son peuple. C'est moi, c'est ma conviction, parce que malgré tout ça, lorsque ce peuple avait confiance en moi, de tout le temps, j'ai eu leur soutien. Que ce soit le palais, tout, c'est leur œuvre. Il n'y a pas l'œuvre de l'État. Même au moment où je pensais, parce que moi, qu'est-ce qui m'a rendu aussi plus radical? C'est-à-dire, compte tenu de ce qu'il y avait ici, comme patrimoine culturel de la population, je pensais qu'après avoir débuté la restauration du palais, le gouvernement devait intervenir. Mais le gouvernement n'avait, mine de rien, alors que des informations me laissaient entendre que le gouvernement intervienne ailleurs. Voilà. Alors, ça m'amène à poser la question de la relation entre la chefferie traditionnelle, qui est un pouvoir spirituel, un pouvoir naturel de peuple, et l'administration centrale. Quel est le type de rapport qu'entretient la chefferie avec le pouvoir et quel est le type de rapport qu'elle devrait entretenir avec le pouvoir? Je pense que l'administration coloniale, ayant constaté la puissance des chefferies traditionnelles dans d'autres régions du Cameroun, et que cette puissance traditionnelle est un handicap. La République ne peut pas se cadrer avec la monarchie. Et c'est même cette idée qui a continué à créer les chefferies des premiers, des deuxièmes, des troisièmes catégories pour enfin les diluer comme ça à la nature. Est-ce que vous comprenez que les chefs aujourd'hui soient devenus presque les auxiliaires d'administration? Est-ce que c'est compatible? Non, je pense que je suis le seul depuis 1977. Après le décret 77, soi-disant, qui organise les chefferies traditionnelles, je suis le seul qui est resté toujours comme un chef traditionnel, être l'officier d'administration de quel cadre, par exemple, quel échelon, par exemple. Voilà. Est-ce que ça ne procède pas de ce que vous disiez à l'instant pour diluer le pouvoir traditionnel? Est-ce que c'est pas une façon de banaliser le pouvoir traditionnel en faisant que il est ce lien-là qu'il devienne un auxiliaire d'administration? Mais c'est ma pensée. Mais qu'est-ce qui fait que dans une région où les chefs où les chefs étaient aussi puissants, où les chefs étaient aussi importants pour les populations, il n'y ait jamais eu une démarche des chefs pour dire nous on refuse cela? Et qu'on ait le sentiment que les chefs vont vers ça avec beaucoup de plaisir et font même de la politique. Mais ce n'est pas surprenant. Ça provient de ce que je viens de vous dire, que une stratégie a été mise en place. Voilà. Une stratégie a été mise en place. Et cette stratégie a consisté c'est-à-dire à diluer les chefferies, à amener même les chefs. Et c'est même pourquoi, moi, personnellement, aujourd'hui, j'accuse les chefs d'être complices au mal que souffre la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Les chefs sont en majorité complices. Absolument. Quel est le pouvoir du chef, en réalité, lorsque une administration existe? Quelles sont vos prérogatives sur ce qui se passe dans le village? Est-ce que c'est les terres? Est-ce que c'est la justice? C'est quoi aujourd'hui le pouvoir du chef? Non, le chef, dans l'ensemble du territoire, a tout et rien, parce qu'il est coordonnateur de tout. Voilà. Et tout est reparti. Ce n'est que maintenant où on est déçu parce que ceux qui doivent exercer, voilà, ceux qui doivent exercer ces fonctions à la place du chef, plutôt abusent. Et le chef en paie les frais. Alors que tout était organisé, reparti, si bien que celui-ci que je ne m'occupe que de maïs à la place du chef. Je ne m'occupe que des chèvres à la place du chef. Tout est organisé. Mais maintenant, avec, on ne sait pas si c'est le modernisme ou quoi, on met le désordre. Voilà. Alors, aujourd'hui, le chef
peut-il décider des questions foncières et l'État le laisse faire? Ah non, l'État, je pense que l'État a déjà enlevé ça au chef. C'est pourquoi le problème de terre, maintenant, c'est la panique, c'est le désordre total. Parce que le chef, comme moi, n'est même plus concerné. Mais je pense que les villageois continuent de venir vous voir quand il y a Mais des problèmes. effectivement, le villageois continue à venir me voir pour chercher la vérité. Mais cette vérité qu'on ne veut pas. Voilà. Parce qu'avec l'administration, vous vous retrouvez avec 3, 4, 5 titres fonciers sur un même terrain. Voilà. Mais est-ce que l'administration ne vient pas consulter aussi le chef dans ce cas-là? L'administration n'a pas besoin. Un chef malhonnête, oui. Il faut aller trouver le chef de 3e degré, parce que le chef de 3e degré est un peu fragile, tout ça, voilà. On sait que il y a un vrai retour vers les traditions chez les jeunes, et même les moins jeunes, parce que l'illusion est passée. Mais reste un débat, c'est que est-ce qu'on peut être un vrai chef et être soit chrétien, soit musulman en pays babylonien? Parce qu'il existe un réel combat entre les religions, un peu comme si nous n'en avions pas nous aussi des religions. Avant que le blanc n'arrive, il y avait bien des religions. Nos religions existent jusqu'à présent. Nous avons nos religions. Si vous pouvez voir le nombre de chrétiens de chaque dimanche matin, que ce soit protestant, que ce soit catholique, vous verrez que ça va en diminution. Or, vous verrez même les prêtres eux-mêmes respectent leur propre religion. Je connais déjà des prêtres, des amis, qui sont devenus des successeurs de leurs parents au village. Est-ce que il n'existe pas aussi une difficulté à faire que cette religion qui était la nôtre, qui était basée sur la croyance que nous ont léguée nos ancêtres, est-ce qu'il existe un moyen de faire qu'elle soit restaurée, c'est-à-dire mieux connue pour que ceux qui, justement, quittent les religions dont vous parlez, puissent aller vers quelque chose en y voyant clair? Le problème qui se pose maintenant, et que moi, personnellement, je connais et je ressens, c'est le problème de se charger de ces évangélistes traditionnels. Parce que ces évangélistes traditionnels sont devenus de faux. Tantôt ils sont des sorciers, tantôt ils se comportent en guérisseurs traditionnels. Ils mélangent tout et finalement on ne comprend plus d'où est la religion. Voilà. C'est là où le problème se pose maintenant. Parce que tout est faux. Et comme un peu partout dans toutes les autres religions que vous voyez se multiplier partout, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des chefs traditionnels, permettez-moi, qui n'ont peut-être pas vulgarisé suffisamment cette religion-là, qui n'ont pas suffisamment parlé de cette religion, de nos croyances en nous? Par exemple, là, vous êtes en train de faire une cérémonie ici, mais je ne sais pas. J'ai commencé d'abord par les rites purement sacrés. Sacré, ça veut dire que quoi? Des rites traditionnels en matière religieuse. J'ai commencé par réunir les initiés et faire le sacrifice pour demander l'aide de Dieu pour la cérémonie, le bien-être de la population et les distribuer dans l'ensemble du village par le biais de cela. Alors, chose que peut-être ailleurs, on ne pense même plus à ça. Le Tien-Camp maintenant, c'est la spiritualité. C'est la religion proprement parlant. Le Tien-Camp ne se fait que pendant l'année bissextile. Et l'année bissextile a été considérée en religion maméké comme l'année sainte. L'année où on doit purifier les enfants. Et c'est en cette année bissextile que ça se passe. C'est notre religion. Comme ceci se devait se passer à la même période dans toutes les chefferies traditionnelles. Il y a les chefferies, il y a au moins 95% des chefferies qui ont totalement abandonné. C'est dramatique. Oui. Mais c'est aussi la responsabilité des chefferies d'expliquer ça aux gens. Effectivement, parce que on a vu des chefs, au lieu de propager leur religion, on a même vu les chefs banaliser le culte des ancêtres.
On a vu des chefs, j'ai vu des chefs banaliser totalement les cultes des ancêtres. Est-ce que ça ne vient pas aussi de l'ignorance, Majesté? Quand va dans des funérailles, quand on va dans des cérémonies, dans des rituels, on a le sentiment que les gens n'arrivent plus à l'appliquer, pas parce qu'ils veulent changer, mais parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que c'est un seul modèle et que c'est parce qu'on ne sait plus qu'il y a autant de modèles? Non, il y a un seul modèle. C'est justement parce que on a voulu inventer par-ci, par-là des modèles qui n'ont même pas de résultats. Dans notre religion traditionnelle, il vous a été dit que si à telle date, à telle heure, vous partez et jetez 7 jujubes à tel endroit, et vous demandez à Dieu de vous donner telle chose, il va vous donner à telle heure. Voilà que le moment est venu. Ce n'est ni le jour, ni à l'heure, ni le nombre. Vous partez faire ce que bon vous semble et vous attendez le résultat. Alors que le rite n'a pas été pratiqué comme tel. Donc il faut qu'on retourne au rituel original. Oui. Donc, comment on fait ça? Il faut que ton propre chef accepte d'aller avec nous. S'il a confiance à ça, il faut que l'autre là, voit qu'à 5-10 qu'on se soit à 10 pour répondre à la bonne chose. Mais qu'est-ce qui empêche que ça se fasse? La politique a joué beaucoup. Pourquoi? Parce que la politique a rendu beaucoup de chefs fragiles dans leur propre territoire. Si bien que pour faire certaines choses, c'est impossible. Je vais revenir vous voir, si vous le permettez, Majesté, parce que dans la raison du temps, on est obligé de s'arrêter. Toutefois, on reviendra vous voir lorsqu'on aura avancé. Non, je suis là à votre disposition parce que c'est grâce à certains documentaires que vous faites qu'on peut avoir l'idée pour revenir à l'authenticité, à la réalité. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de perdre avec amusement. Mais les Blancs sont en train de connaître. La chefferie Bamendiou est nichée au cœur d'une forêt sacrée dont on peut apercevoir un bout derrière moi. À cette étape, Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.